Madrid 2010. Matthias Bran sort le pistolet de sa boîte à outils. Une faible lumière pénètre par la fenêtre ouverte. Un jour froid, chargé de pluie, touche à sa fin. Matthias Bran s'allonge sur le canapé et met le canon dans sa bouche. Dans la rue, un chien aboie. Matthias Bran a 65 ans, il possède un téléviseur ainsi que 52 cahiers de notes. Il y a inscrit toutes les phrases, les citations, les devises et les graffitis qui ont attiré son attention tout au long de sa vie. Matthias Bran est à court de phrases personnelles. Matthias Bran n'est pas grand, mais il est large d'épaules et ses jambes sont fermes et musclées. Il porte les cheveux très courts. Il les coupe lui-même à la tondeuse. Matthias Bran a un nez épaté, de grosses lèvres, des sourcils droits peu fournis et de petits yeux noisettes que la fatigue a laissés sans éclat. Matthias Bran ne ressemble ni à son père ni à son grand-père. Matthias Bran ne se fait jamais remarquer nulle part. C'est un homme réservé, habitué à ne pas exprimer ses sentiments, à ne pas donner son opinion. Matthias Bran n'a pas beaucoup d'amis, il se sent en sécurité quand il est seul et à l'aise en présence exclusivement d'animaux. Matthias Bran est électricien. Il a passé la majeure partie de sa vie à tendre des câbles et à installer des sources de lumière. Matthias Bran aime la lumière et déteste les ombres. L'outil de travail de son grand-père était une lampe qui dessinait de faibles faisceaux dans l'obscurité. Le grand-père de Matthias Bran était ouvreur dans un cinéma. Matthias Bran a regardé les choses passer sur l'écran de sa vie. Il a réagi devant elles avec une émotion contenue, de marbre en apparence, et sans jamais quitter son fauteuil. Son père, lui, s'était levé de son fauteuil. Isabelle aussi s'est levée. Elle a pris les rênes de sa propre vie. Matthias Bran ne l'a pas suivie. Isabelle a aimé Matthias Bran, mais elle n'est pas à ses côtés lorsqu'il sort le pistolet de sa boîte à outils et le met dans sa bouche. Matthias Bran est seul. Madrid 2010. Matthias Bran saca la pistola de la caja de herramientas. Por la ventana abierta apenas entra luz. Un día estrecho, cargado de lluvia, roza su fin. Matthias Bran se tumba en el sofá y se mete el cañón en la boca. En la calle ladra un perro. Matthias Bran tiene 65 años a sus espaldas, un televisor y 52 cuadernos de notas. Ha apuntado en ellos todas las frases, citas, consignas y pintadas que le han llamado la atención a lo largo de su vida. Matthias Bran carece de frases propias. Matthias Bran no es alto, pero tiene la espalda ancha y las piernas firmes y musculosas. Lleva el pelo muy corto. Se lo rapa con maquinilla. Matthias Bran tiene la nariz ancha, los labios gruesos, las cejas rectas y poco pobladas, y unos ojos pequeños de color castaño apagados por el cansancio. Matthias Bran no se parece a su padre, ni a su abuelo. Matthias Bran no llama la atención en ningún sitio. Es un hombre reservado, acostumbrado a no mostrar sentimientos ni dar opiniones. Matthias Bran no tiene muchos amigos. Se siente seguro cuando está solo y cómodo únicamente cuando está entre animales. Matthias Bran es electricista. Ha pasado la mayor parte de su vida echando cables e instalando puntos de luz. Matthias Bran ama la luz, odia las sombras. El instrumento de trabajo de su abuelo era una linterna, débiles haces en la oscuridad. El abuelo de Matthias Bran trabajaba de acomodador en un cine. Matthias Bran ha visto pasar las cosas sobre la pantalla de la vida. Ha reaccionado ante ellas con emoción contenida, en apariencia sin moverse de su asiento. Su padre sí se movió. Isabel también se movió, tomó las riendas de su vida. Matthias Bran no la siguió. Isabel amó a Matthias Bran, pero no está a su lado cuando saca la pistola de la caja de herramientas y se la mete en la boca. Matthias Bran está solo. L'écrivain israélien donc David Grossman, qui emploie la littérature pour lutter en faveur de la paix entre Israël et la Palestine, nous raconte dans ses romans que l'essence même de la guerre, c'est de supprimer et de faire disparaître l'autre. La guerre, nous dit Grossman, annule toutes les parties et toutes les nuances qui caractérisent et singularisent finalement chaque être humain et anéantit la pluralité qu'est la réalité. La littérature, comme art de la parole et le droit de tout dire, ne simplifie pas la réalité. Le roman de Isabel Alba, La verdadera historia de Matthias Bran,
donc qui a été publié pour la première fois donc en Espagne en 2011, illustre de manière emblématique cette littérature qui lit le monde, l'interroge, le déstabilise pour récupérer ces savoirs de l'agonie, c'est une expression de Michel Foucault, ces savoirs ensevelis par la vision monolithique de l'histoire officielle. Alors l'intrigue débute et se termine à Madrid en 2010, dans une chambre qui porte toute la mélancolie et le mal-être de Matías Bran, qui est sur le point de se suicider. Et pourtant, à ce même moment, la vie respective de ses ancêtres, quant à elle, se réveille de la poussière et de l'oubli d'une mallette qui enferme 22 ans de carence, de rébellion et de victoire et de désillusion. Le contenu de cette mallette nous propulse donc durant tout le roman vers un axe chronologique qui s'étend entre 1898 et 1920. 1898 qui symbolise la fin de l'Empire espagnol et l'émergence d'une grande puissance mondiale, les États-Unis, et 1920 qui présente donc une Europe qui se remet difficilement de la Première Guerre mondiale, mais qui annonce déjà la pandémie du fascisme dans toute l'Europe. Cette mallette, donc, le contenu de cette mallette, nous invite à interpréter, à ressemantiser la Première Guerre mondiale, le tourbillonnement des premiers mouvements populaires, les exils politiques, et cela depuis la Hongrie, et plus précisément depuis les récits d'existence d'un groupe d'ouvriers et d'ouvrières qui travaillent dans des conditions infrahumaines, dans une usine de munitions, dans l'île de Csepel, qui est un district de Budapest. Alors ces voix qui ont été complètement formatées dans le mutisme vont apprendre à mettre en bouche finalement leur propre voix, leurs propres mots, à s'emparer de ces mots et à apprendre avec ces mots, ne pas se soumettre aux événements, ni à les subir, mais à les faire et à y participer. S'engage alors une concaténation polyphénique d'histoires de la pauvreté et du dénuement qui vont restituer peu à peu, depuis leur invisibilité, la barbarie.